Zoo, cirque, parc d'attractions, cette semaine, nous vous emmenons dans les secrets des loisirs préférés des Français. Dans l'Hexagone, on compte près de 300 parcs zoologiques et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Parmi eux, le zoo d'Amnéville. Regardez, il y a des petits là-bas. Les sorties au zoo sont devenues l'une des activités préférées des Français. Alors, les différents parcs animaliers se livrent une concurrence féroce. On a des budgets qui sont colossaux au niveau de la publicité. Voilà, après, ce qui est difficile, c'est ça, c'est quel degré d'investissement il faut mettre pour pouvoir satisfaire les gens. Et en matière de divertissement, les amateurs de sensations fortes ont désormais un nouveau fief. Europa Park. Situé à la frontière allemande, ce parc de loisirs possède pas moins de 13 grands 8. C'est top, la vitesse, les sensations, enfin tout quoi. Méconnue il y a encore quelques années, cette entreprise familiale est devenue aujourd'hui le deuxième parc le plus fréquenté d'Europe, après le géant américain. Alors, quels sont les secrets de fabrication de cette machine à rêve? Et qui sont ces Français devenus de véritables accros à ce lieu? Les plus beaux moments qu'on a passés, c'est ici, quoi. Notre passion commune nous a vraiment rapprochés, c'est ce qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui, quoi. Et s'il y a bien un endroit qui rassemble les familles, c'est le cirque. L'un des leaders français, le cirque Bouglione, nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Il y a 2 ans, la famille s'est lancé le défi de reprendre les tournées après 35 ans d'arrêt. Quand on s'appelle Bouglione, il faut que quand vous entrez dans la piste, du début à la fin, ça soit pas pratiquement parfait. Pourtant, depuis quelques années, l'industrie du cirque traverse une mauvaise passe. Controverses sur la maltraitance des animaux, difficultés financières. Ce soir, vous allez voir comment le cirque Bouglione réussit à continuer à attirer le public. Spectacle réussi, il faut un spectacle court, rythmé, dynamique. Zoo, cirque, parc d'attractions, plongez dans les secrets des loisirs préférés des Français. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Chaque semaine, notre équipe de journalistes se rend sur le terrain, décrypter un phénomène de société, une nouvelle tendance ou dévoiler les coulisses d'un lieu mythique. Nos équipes ont enquêté dans les secrets des loisirs des Français. Direction la Lorraine, au zoo d'Amnéville. Chaque année, 600 000 visiteurs viennent admirer les différentes espèces originaires des 5 continents. Cette année, la nouveauté, c'est la forêt aux ours avec l'arrivée très attendue d'un couple d'ours bruns. Alors comment éduquer le public à la préservation des espèces? Et surtout, quelles sont les méthodes de ce parc zoologique pour attirer toujours plus de spectateurs? Dans les secrets des zoos, les animaux font recette. C'est une enquête signée Lucie Lemété. Le jour se lève sur le zoo d'Amnéville. Le parc démarre sa saison estivale dans 15 jours. Pablo, le soigneur, et Luna, la jeune otarie, préparent un spectacle inédit. Et pour le moment, rien n'est encore calé. Là, en fait, on veut leur apprendre pour le nouveau spectacle à envoyer le ballon, que nous, on soit derrière les vitres et qu'on envoie le ballon aux otaries et qu'elles le renvoient dans le public. Là, c'est les toutes premières étapes, donc il faut qu'elles comprennent qu'il ne faut pas seulement qu'elle laisse la balle rebondir sur son nez, mais qu'il faut qu'elle donne un coup avec la tête pour l'envoyer très loin, en fait. Vous changez des spectacles régulièrement? Là, ça faisait 3 ans qu'on avait le même et qu'on adaptait un petit peu année après année. Et là, cette année, on a décidé de changer complètement tout le spectacle. Pour que le numéro puisse être montré prochainement au public, Pablo répète inlassablement le même geste. Voilà, là, elle a fait, elle a envoyé mieux. Donc, à ce moment-là, on siffle et on lui donne du poisson. Et du coup, on va lui dire, à chaque fois que tu fais comme ça, tu es récompensé. Ton soigneur, il te parle, il te fait des caresses, il te donne du poisson, tu joues. Alors que quand tu fais pas ce mouvement de tête, il se passe rien.
Et du coup, en répétant jour après jour ça, on augmente les chances qu'elle donne des coups de tête. Et pour fidéliser la clientèle, il faut sans cesse se renouveler. Car vous allez voir que dans l'univers des parcs zoologiques, depuis quelques années, la concurrence est de plus en plus redoutable. June, En France, plus de 20 millions de visiteurs découvrent chaque année les parcs animaliers, zoos et aquariums. Regardez, il y a des petits là-bas. C'est devenu l'une des activités préférées des familles. On vient souvent, 2 fois dans l'année. Dans ce contexte, plus de 300 zoos se livrent une véritable guerre. Des hébergements atypiques pour le zoo de la Flèche, un safari pour celui de Thoiry, ou encore une rencontre avec les dauphins au parc de Marineland. On a des budgets qui sont colossaux au niveau de la publicité. Voilà, après ce qui est difficile, c'est ça, c'est quel degré d'investissement il faut mettre pour pouvoir satisfaire les gens. Mais quelle méthode utilisent les parcs animaliers pour attirer et fidéliser les Français? Et qu'en est-il vraiment du bien-être des animaux? Malheureusement, ce sont des animaux qui sont fichus aujourd'hui, donc il faut essayer de trouver le moins pire pour eux, mais surtout éviter qu'ils se reproduisent. Pour le comprendre, nous avons passé plusieurs jours au zoo d'Amnéville, l'un des 3 plus grands parcs zoologiques en France. Ici, les visiteurs peuvent admirer plus de 365 espèces venues de 5 continents. Oui, Julie, je vais venir voir le loup, là. Est-ce que t'es dans les parages? Pour s'en occuper, plus de 200 personnes sont nécessaires en pleine saison. Toutes n'ont qu'un mot d'ordre, la préservation des espèces. C'est important de participer en fait à la sauvegarde de ces espèces et de sensibiliser le public aussi. Ouais. Pour se démarquer de ses concurrents, le zoo propose 3 fois par jour des shows étonnants. De quoi ravir le public, mais aussi déclencher la colère des associations de protection animale. On n'est plus du tout dans la conservation et la préservation, que le zoo est là pour le divertissement. Entre passion, polémique et business, enquête sur l'univers des parcs zoologiques. Il est 8h du matin. Un convoi exceptionnel arrive au zoo d'Amnéville. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est un jeune couple d'ours bruns. Sano et Nella viennent de Slovaquie. Ils ont parcouru 1000 km en 72 heures. Après 8 mois d'attente, Hervé les découvre enfin. Elle vous plaît? Oui, elle est très mignonne. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Et c'est toujours un événement un peu émouvant. Bah, bien sûr, ouais, mais surtout que là, c'est des ours. Donc voilà, ça fait beaucoup d'excitation en même temps. Et j'ai pas beaucoup dormi de la nuit parce que je savais qu'ils arrivaient. Mais il y a toujours le risque que ça se passe mal pendant le transport, un accident, un ours qui va pas bien. On est toujours un petit peu angoissé quand on endort ce type d'animaux. C'est pas anodin, quoi. Une arrivée très attendue, car le zoo a investi près de 2 millions d'euros pour construire à ses nouveaux arrivants cette forêt de 1300 mètres carrés. Attention les doigts, ouais. Après 3 jours de voyage, les ours sont fatigués et peuvent vite devenir agressifs. Alors il faut faire vite. Je suis sûr que la palette elle est utile là, j'ai l'impression que ça sera plus stable sans la palette moi. Reculer par où? Ouvre le box. Et 30 minutes plus tard, la mission périlleuse prend fin. Dans
des chantiers comme ça, il y a toujours des petits chaos, hein, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Bah là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. L'arrivée des animaux, ça veut dire que c'est terminé, quoi. Les ours auront toutefois peu de temps pour s'acclimater, car dans 72 heures, c'est la saison estivale qui commence. Trois jours plus tard, le parc accueille ses premiers clients. Pour l'entrée, les adultes ont déboursé 36 € et 30 € pour les enfants. Je pense que le prix est justifié. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, comme on vient pas souvent, du coup on en profite, on est venu passer la journée. C'est un peu trop cher, et surtout quand il y a une famille avec les enfants et tout, ça devient exorbitant les prix. Donc, Un budget de 132 € pour une famille de 4 personnes, alors tous espèrent en avoir pour leur argent. Il est malin. Et ce matin, les visiteurs ne seront pas déçus, car ils vont avoir la chance d'assister à la première apparition publique de Sano et Nella, les ours bruns. Il a pas, il a peur. Regarde là, regarde. Il va dire bonjour. Il a bisous. Ah, super. Mais quelle retombée économique le zoo espère-t-il avec cette nouvelle forêt aux ours? Est-ce que le succès est au rendez-vous pour les ours? Ça reste des animaux affectueux. On a tous eu un ours quand on était petit, en peluche, en t-shirt. On est tous fans d'ours dès qu'on est, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a tous eu un doudou ours. Et là, de les voir comme ça, en immersion et aussi proches de nous, ouais, ça touche beaucoup les gens, surtout le jeune public. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la gestion d'un parc zoologique comme celui-ci? Je pense que, bon, déjà, principalement, c'est l'aspect financier, évidemment. Parce que, voilà, on investit énormément, parce qu'on n'est pas dans une région touristique, donc il faut vraiment faire venir les gens. Et surtout, la deuxième chose la plus délicate, c'est la météo. S'il fait trop chaud, les gens viennent pas. S'il fait pas assez beau, les gens viennent pas. Donc c'est quand même assez difficile pour nous et c'est quand même assez stressant en tant que gérant de se dire waouh, on en fait une mauvaise saison parce qu'on a une mauvaise météo. Alors, pour attirer le public et surtout le garder quel que soit le temps, vous allez voir que le zoo innove et crée sans cesse. Nous sommes à quelques kilomètres de la forêt des ours, à la baie des Lions de mer. Une autre vedette du parc s'apprête à faire son show. C'est Watson, le plus vieux mâle de la tribu des otaries. Mais comment Candice, sa soigneuse, arrive-t-elle à se faire obéir d'une bête qui pèse près de 300 kilos? Pour le découvrir, nous sommes allés à sa rencontre. Je peux me mettre là? Ouais, un petit bisou de Watson, ça tente? Kiss? Il adore les bisous. Oh, c'est bien, Watson. Bon, non, demande pas trop. Ça me fait des frissons. Donc ça, c'est le mâle, c'est ça? C'est le mâle dominant, notre mâle patagonien de 300 kg. 300 kg? 300 kg actuellement, à savoir qu'il peut monter jusqu'à 350 kg avant la saison des amours. Et alors vous, comment vous faites pour les dresser aujourd'hui? Tout va passer par des gestes, comme par exemple, si vous le pointez comme ça, avec la main gauche, parce que monsieur... D'accord. Voilà, du coup, il tient la langue. Et si vous le pointez de la main droite, et là, il ouvre la bouche. Voilà. Et en moyenne, il faut combien de temps pour que l'otarie refasse le geste? Alors, pour le coucou, comme ça, en quelques séances, ça va être appris. Ah oui? Parce que ce sont des exercices assez simples. Après, nous, on a une façon de travailler où on propose et il dispose. Et on ne va jamais forcer l'animal à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Donc, ça nous permet aussi de garder un petit peu de sécurité. En haute saison, Candice propose jusqu'à 3 spectacles par jour. Pourtant, avant d'entrer en piste, c'est à chaque fois la même angoisse. L'animal sera-t-il coopératif? Quand on appelle nos animaux, ils vont rentrer d'une certaine façon dans le bâtiment. En fait, c'est un code pour nous. Si elles rentrent super motivées du premier coup, qu'elles acceptent le box qu'on leur propose, ça manifeste pour elles une envie d'interagir avec nous.
Donc on va prendre en priorité ces animaux-là. On peut comprendre qu'un animal n'ait pas envie à un moment précis de faire quelque chose. Il faut aussi qu'on leur laisse les moyens de nous exprimer cette non-envie. Et du coup, c'est nos rentrées qui vont nous permettre de voir la motivation de l'animal. Le spectacle démarre. Puis arrive le tour de Watson. La porte s'ouvre. Je vous demande d'accueillir ce doigt de petit Watson. Et l'Otari est aujourd'hui de bonne humeur et se prête facilement au jeu. C'est trop mignon les trucs comme ça, moi j'aime bien. Cette famille vient au zoo une fois par an. Et à chaque fois, les petits comme les grands sont sous le charme. Qu'est-ce que vous pensez des spectacles? Magnifique. La complicité entre l'animal et le soigneur, c'est touchant. De son côté, Noémie, 9 ans, est passionnée par les animaux. Et c'est avec plaisir qu'elle redécouvre les 2000 pensionnaires du zoo. Là, il y a une femelle là-bas. Il y a une femelle. Une famille de 8 gorilles, des antilopes d'Afrique ou encore des bucorves du sud. Et les incontournables éléphants. Vous allez voir que pour s'occuper de ces pensionnaires, le zoo ne lésine pas sur les moyens. Et c'est sur les épaules de 3 vétérinaires que repose le bien-être des habitants, à poil et à plumes. Alors Clémence, tu vas mettre des surchaussures. Et ce matin, la journée d'Adeline démarre par l'accueil des nouveaux arrivants. On les met dans un carton, on les pèse. On essaie de lire la puce. S'ils ne sont pas identifiés, on met la puce. On les vermifuge, on les sexe. Tu noteras le sexe sur le carton sur le papier de la puce. Ces chiens de prairie viennent d'un zoo de Slovaquie. L'établissement d'Amnéville ne les a pas achetés. En effet, les zoos européens s'échangent les animaux. 940 grammes. Ainsi, chaque année, des centaines d'animaux en captivité changent de lieu de vie. À leur arrivée, première étape, le sas sanitaire. C'est une zone de quarantaine. Il y reste un certain temps pour qu'on puisse nous contrôler qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de maladie, qu'on puisse faire un certain nombre de tests sur eux. Hop, petit vermifuge pour pas qu'il y ait de parasites. On va le pucer. C'est obligatoire ça? Oui, c'est obligatoire en fait. Chaque animal doit être identifié avec un transpondeur, comme les chiens et les chats ou les autres animaux de compagnie. Ça nous permet en fait de connaître tous les individus qu'on a. Attends, chouchou. Ces chiens de prairie passeront plusieurs jours en quarantaine avant de rejoindre leur nouvel enclos. Le petit papier. Bon bah Guillaume, à tout à l'heure alors. Ouais, ça marche. Depuis 3 ans, Adeline parcourt en une journée l'équivalent de 20 km. Salut Jojo. Ça va? Elle s'occupe des animaux sur les 18 hectares du parc. Il a une petite plaie, taille ours polaire quoi. Ah, toujours pas. Oui, je pense que c'est celui-là. Tu vois, il a une plaie. Donc on va continuer les antibiotiques. On va dire à Julie. Mais l'une de ses missions les plus importantes, c'est le suivi des nouveau-nés. Il y a un mois, Timbo a vu le jour. Attention à vous. Et pour la jeune vétérinaire, la santé du bébé rhinocéros est l'une de ses priorités. C'est un bon poids parce que c'est un poids qui est supérieur à celui de la semaine dernière. Donc ouais.
Ah ouais, c'est bien. Les bébés sont le principal atout de communication des zoos, qui n'hésitent pas à afficher leur carnet rose à chaque naissance. Certains établissements associent même le public à ces grands événements. Ça va la mini crotte? Ouais. Et c'est sa maman? Oui, c'est sa mère, ouais. Il est joueur, il est un faux joueur. Oui, et puis lui, il est vraiment très sociable, très joueur. On l'observait pendant un moment par le haut, hein. Et puis il jouait tout le temps, il courait partout. Oui. À Amnéville, il y a en moyenne une vingtaine de naissances par an, ce qui permet entre autres au parc d'augmenter son chiffre d'affaires. Mais pour Adeline, ces naissances ont une toute autre signification. C'est important de participer en fait à la sauvegarde de ces espèces et de sensibiliser le public aussi. Ouais. La France fait partie des 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'animaux en voie d'extinction. Pourtant, des associations qui se disent garantes du respect des êtres vivants se battent contre le système des parcs zoologiques. À Paris, nous avons rencontré l'un de ces militants. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Franck est le président de l'association Code Animal. Ne pensez-vous pas qu'ils ont un but aussi sur la préservation des espèces? C'est ce qu'ils revendiquent. Alors je ne vais pas dire que c'est totalement inexistant. Disons que les zoos, c'est une goutte d'eau dans un océan. Chaque animal a une physiologie qui lui est propre et qui est liée à l'espace dans lequel il vit. Je vais prendre un exemple qui est peut-être le plus évident, c'est l'ours polaire. L'ours polaire, il vit sur la banquise, il vit dans les endroits glaciaux. Son mode de chasse, c'est d'aller chasser les phoques, etc. Je veux dire, en captivité, il n'y a absolument pas ça. Donc en fait, on met encore le prétexte de la conservation, alors qu'en fait, la conservation, non, ce sont des associations locales qui le font. Aujourd'hui, ce sont les zoos qui ont mis la main dessus pour se donner finalement une bonne image. Très clairement, le vrai but d'un parc zoologique, c'est le divertissement et c'est une attraction aussi qui fait gagner de l'argent, tout simplement. Pourtant, en 5 ans, le zoo d'Amnéville a versé plus de 2 millions d'euros à une vingtaine d'associations qui œuvrent pour la sauvegarde des espèces animales. Mais pour rester parmi les plus compétitifs de France, le zoo d'Amnéville a fait le choix d'avoir les shows les plus spectaculaires. En 2015, le zoo a lancé une attraction unique en France et en Europe, Tiger World, un investissement de presque 20 millions d'euros. Un spectacle dont la renommée fait venir les visiteurs de toute l'Europe. Durant la saison estivale, chacune des représentations réunit près de 2000 personnes. Pour Noémie et sa famille, impossible de passer à côté. Attention! Tiger World. C'est trop beau! Et la grande star du spectacle, c'est lui, Rémi Flacher. Ouah, 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 ouah. À 28 ans, il est l'un des plus jeunes dresseurs au monde. Seul, face à 8 fauves, dans une cage, il enchaîne les tableaux. Oh, on adore ce moment! Et à chaque fin de show, Rémi et ses tigres sont ovationnés. Et les visiteurs veulent tous un autographe. Ah, bonjour. Tu dis comment tu t'appelles? Il s'appelle Sam. Sam. Okay. Et il n'y a pas qu'auprès des enfants que Rémi est devenu une vraie star. J'adore les tigres. Limite, si monsieur pouvait me dire viens le caresser, j'adorais en fait
faire ça? Faire ça, enfin, pas comme monsieur, mais d'aller caresser un tigre, ça c'est ce que je voudrais, bébé ou alors aussi grand. Et via le travail qu'il a fait avec les tigres, c'est énorme. De caresser son tigre, de repartir avec lui, c'est vraiment énorme. Le public est conquis. Pourtant, de nombreuses associations pour la défense des animaux dénoncent ces spectacles. C'est le cas de Aves France et Code Animal, qui ont lancé en 2015 une pétition en demandant le retrait du show. 28 000 signatures ont été récoltées depuis 2 ans. Une polémique que réfute Rémi Flacher, le dresseur de fauves. Et ces animaux-là, ils sont en captivité, ils sont nés depuis au moins 10 générations en captivité. C'est pas des animaux qu'on peut relâcher. Alors concrètement, on en fait quoi, selon votre philosophie? Moi, personnellement, il y a beaucoup plus de tigres en captivité que dans le milieu naturel. Donc je préfère en prendre soin, veiller à ce qu'ils vivent en captivité, parce qu'ils ont toujours été en captivité dans les meilleures conditions possibles, que de les euthanasier. Et si Rémi est aussi proche de ces animaux, c'est parce qu'il vit une histoire forte avec eux. En particulier, avec les 2 tigres blancs, Drogo et Vaga. Ces 2 frères ont été rejetés par leur mère à 8 jours. Et c'est Rémi qui les a biberonnés et élevés. La relation fusionnelle entre l'homme et les fauves perdure encore aujourd'hui. Forcément, au bout d'un moment, on n'a plus peur. À ce moment-là, il faut rester prudent et réussir à garder en tête que voilà, ça reste des tigres et qu'il ne faut jamais faire confiance à 100%, même si c'est super tentant, quoi. Celui avec lequel je fais le final. Chaque soir, Rémi nourrit ses athlètes de haut niveau, avec plusieurs kilos de viande fraîche par tigre. Ah voilà, ouais. On rigole pas avec la bouffe. Alors. Trop beau. Ça a beau être parmi les plus gentils, là quand il mange, il vaut mieux pas rentrer. Cali, c'est la plus expressive. Par exemple, et du coup, le nourrissage, ça fait une petite piqûre de rappel quand même. C'est important aussi, non? Ouais, c'est bien. Chaque jour, les pensionnaires du parc consomment plus d'1 tonne de viande, 1,5 tonne de fourrage et quelques 700 kilos de fruits et légumes. Hop là! Pour s'en occuper, plus de 200 personnes sont nécessaires en pleine saison. Des métiers qui font rêver, et vous allez voir que là aussi, le zoo a su en tirer parti. Il est 8 h du matin, et il y a déjà du monde devant le parc. Est-ce que vous voulez bien tous vous rapprocher de moi? Et ce matin, Marion propose à une dizaine d'enfants, dont la petite Noémie, de se mettre dans la peau des soigneurs. On se met en route. Dites au revoir à vos parents. À tout à l'heure. Cet atelier rencontre un tel succès qu'il faut réserver plus d'1 an à l'avance. Donc vous voyez, ces 3 petits mâles, comment on voit que c'est des petits mâles? Parce qu'ils ont la crinière. Ils ont un début de crinière. C'est pas assez trop. Bienvenue dans l'enclos des lions. Bon, écoutez, le premier groupe, vous venez avec moi et quand j'aurai fini, j'appelle le deuxième groupe. Et t'aimerais faire quoi plus tard? Ça, m'occuper des animaux. Parce que les animaux, c'est ma passion. Ah bon? Oui, j'arrête pas de penser à ça depuis que je suis toute petite. Être soigneur, c'est préparer et distribuer des repas aux animaux, mais aussi enlever le fumier et nettoyer les enclos.
vitre elle est de plus en plus propre. Soigneur, c'est un métier qui fait rêver. C'est un métier qui est... c'est paradoxal en fait, c'est un métier qui est méconnu. On a beaucoup de jeunes qui viennent en stage et qui ont de grandes ambitions et qui ont beaucoup de désillusions. C'est un métier qui est génial mais qui est aussi physique et qui demande beaucoup d'investissement et de grosses responsabilités. Du coup, nous, ça nous permet en fait de montrer aux plus jeunes vraiment la réalité du métier, parce que là, ils font tout ce que fait le soigneur. On les voit, ils sont en train de faire les vitres. Hein. Pourtant, les places sont chères. En France, seuls 5 à 6 soigneurs sont recrutés par an. Pour les enfants, après le nettoyage, place à la récompense. Ils vont nourrir des ratons laveurs. Renverser tout le seau sur la tablette. Ils vont venir avec nous ou ils vont attendre? Ça dépend, on va voir, ils sont un peu timides. Voilà. Ouais. Vous vous mettre devant du coup, mettez-vous. Attendez, tournez-vous. Alors, vous me regardez? On me fait un sourire. Raton laveur. Ce jour-là, une vocation est née chez Noémie. C'était trop bien. Ça t'a plu? Oui. Une activité qui fait le bonheur des enfants et rapporte près de 30 000 € par an aux zoos. Les zoos changent leur image pour faire venir toujours plus de visiteurs. Et cela semble marcher. En 10 ans, le nombre de parcs animaliers et d'aquariums a presque doublé. À quelques kilomètres de la frontière française, en Allemagne, Europa Park est le deuxième parc d'attractions le plus fréquenté d'Europe. Avec ses dizaines d'attractions, ses spectacles et ses costumes, ce parc est devenu en moins d'un demi-siècle l'une des entreprises de loisirs les plus rentables d'Europe. Mais sa véritable force, c'est la dynastie Mack, un clan formé par un père et ses fils qui gèrent leurs attractions avec rigueur et engagement. Alors comment ce parc familial a-t-il trouvé sa place au milieu des concurrents? Dans les coulisses du deuxième plus grand parc d'Europe, c'est une enquête signée Florian Thomas. Nous sommes en Allemagne, à seulement 8 km de la frontière française. Voici l'un des plus grands parcs d'attractions au monde, Europa Park. Ce matin, sur les 95 hectares, c'est l'effervescence. Car aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison estivale. Ah, ça fait plaisir. Ça fait 2 mois là. On attendait. Ces deux Français, Florent et Amandine, font le déplacement chaque année. Le discours de l'ouverture de la saison, c'est un moment à pas rater si on est vraiment fan. Ce discours, c'est la famille Mack qui le fait, fondatrice du parc. Bienvenue à tous pour cette 43e saison d'Europa Park. Il faut dire que la famille Mack est une figure emblématique pour tous les fans des parcs d'attractions. C'est quand même eux qui ont créé notre passion, quoi. C'est comme c'est vrai qu'on est ici, c'est comme si nous étions dans un rêve. Dire que c'est eux qui pensent tout ça, qui font tout ça, c'est magique, quoi. Les jeunes Français essaient alors d'approcher les membres de la famille Mack. Et justement, voici l'un d'entre eux. Bonjour, c'est possible une dédicace, s'il vous plaît? Votre nom est? C'est Amandine, c'est pour elle. Oh là là. Il s'appelle Michael Mack. C'est le fils aîné. C'est lui qui a repris les rênes de l'entreprise en 2007. Et c'est donc sur ses épaules que repose le succès de la saison. On a travaillé nuit et jour, donc on est un peu fatigué en ce moment. On a fait beaucoup de travaux, construit des nouvelles infrastructures. C'est un moment spécial, mais je suis ravi que la saison commence. Et si le grand patron est si optimiste, c'est que le nombre de visiteurs du parc allemand augmente chaque année. En 2016, ils étaient 5,5 millions, un record que la dynastie Mack espère bien dépasser cette saison. Pourtant, le territoire français foisonne de parcs d'attractions et de loisirs. Il y en aurait plus de 600 dans l'Hexagone. On est
plus dans le quotidien, quoi. Pour moi, quand je viens ici, je suis ailleurs. Jusque-là, seuls 3 grands parcs résonnaient dans l'imaginaire des Français. Disneyland Paris, le parc Astérix et le Futuroscope. Mais à la frontière franco-allemande, un concurrent leur fait peur. Europa Park. C'est la nouvelle destination des amateurs de montagnes russes. Il est le 2e parc le plus fréquenté d'Europe. Franchement, c'est magnifique, quoi. Il y a des attractions de fou. C'est top, la vitesse, les sensations, enfin tout, quoi. Mais comment ce parc méconnu il y a encore quelques années a-t-il réussi à tirer son épingle du jeu et devenir l'un des endroits préférés des Français? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus en Allemagne pour mener l'enquête. Merci de me recevoir. 25 000 visiteurs en quête d'aventure se pressent ici quotidiennement. 3600 employés sont aux aguets. Et tu peux démarrer. Chaque jour, en cuisine, on fait bouillir 200 kilos de spaghettis. On rôtit 500 poulets. On prépare des tonnes de sauce. Des volumes énormes. Les difficultés pourraient être que le nombre de visiteurs dans le parc dépasse nos prévisions, ou alors un manque de personnel en cuisine. Ce parc allemand a créé 15 univers, représentant chacun un pays européen. Se faire bronzer sur les îles grecques, affronter les fjords scandinaves ou se balader à Venise devient possible. Le dépaysement, il est lié à la rupture et pas à la distance. Entre adrénaline, stress et business, plongez dans les secrets de l'un des parcs préférés des Français. « 8h du matin. Le parc dort encore. Pourtant, de petites mains s'agitent déjà. Celles qui veillent au bon fonctionnement des 61 attractions. Thierry est en charge de contrôler l'un des 13 grands 8 du parc, le Silver Star. Je sécurise au cas où je glisse ou n'importe quoi, que je suis au moins attaché. Le Silver Star culmine à 73 mètres de haut, ce qui en fait les 2e montagnes russes les plus hautes d'Europe, après celle de Port Aventura, en Espagne. Là, je contrôle si la chaîne elle est bien, si le caoutchouc à l'intérieur eh bien, n'est pas endommagé. Le Français doit s'assurer du bon état des 1620 mètres du circuit. Un accident à 130 km/h aurait des conséquences dramatiques. Si le train reste accroché en cours de route, ça ne serait pas tellement grave. On pourrait sortir, mais que 2 trains se rentrent dedans, ça serait quand même... qui normalement n'arrive pas, parce qu'il y a quand même pas mal de freins, et les freins sont contrôlés tous les jours, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, OK pour moi, tu peux passer le signal. Et tu peux démarrer. Chaque wagon est testé à vide avant l'arrivée des premiers visiteurs. Tous les matins, je viens là et puis je regarde. C'est toujours le départ, le premier. Et après, je suis toujours encore là quand il y a les gens qui arrivent pour voir. Parce que vide, il y a quand même 2 tonnes de moins pour voir comment il accroche dans la chaîne. Et une fois que les 2-3 premiers trains sont passés, donc il ne devrait plus avoir de soucis. Et là, on est prêt pour accueillir des milliers de visiteurs. Le Silver Star peut accueillir jusqu'à 1720 personnes par heure. Et les premiers à s'installer sont 2 frères, Jonathan, 19 ans, et Gaëtan, 8 ans. Ça fait un petit peu longtemps que je l'ai pas fait, du coup j'ai encore un petit peu peur, mais sinon ça va. Ça monte quand même un petit peu, hein. On a toujours la sensation que ça va lâcher en haut. Attention, c'est pas fermé, reculez bien s'il vous plaît. Je peux appuyer? Moi, il a vérifié? Ouais, toi, il a vérifié. Ouais, au pire, ça lâche, c'est pas grave. Mais non. Mais Gaëtan a peur.
Il faut dire que le parcours de ce Grand 8 dépote. 67 mètres de chute libre, des pointes à 130 km/h et surtout des accélérations qui atteignent les 4G, soit la sensation que rencontrent les astronautes au décollage d'une fusée. Pourquoi c'est pas chaud? Alors, c'était comment? Trop bien. Moi, à la première descente, je faisais ouh, carrément, je montais. Attends, on va la prendre. C'est quel numéro? 238. Prix de la photo, 8 €. En plus des 134,50 € payés par la famille à l'entrée. Un peu plus, on ne voyait pas parce que Jonathan il fait d'ab. Parce que d'année en année, on accumule la collection. Donc on voit les enfants grandir, on voit les émotions aussi, parce qu'on voit la première fois flipper, la deuxième fois un peu plus détendu, et la troisième fois, on fait un dab. Il y a beaucoup d'extras comme ça, mais après, ça fait partie du jeu. Hein. Sans les entrées, on compte quand même un minimum de budget de 150 €. Facilement. Entre les repas, les gadgets, les glaces, les gaufres. Gaëtan, faut que tu restes entre nous, chérie. Et des photos comme celle-ci, Séverine, la mère de famille, en a plein la maison. Car petite, elle venait déjà dans ce parc, accompagnée de ses parents. Il faut vraiment qu'il y en ait pour tout le monde, pour les grands, pour les petits. Moi, j'aime bien les regarder aussi s'amuser, mais c'est vrai qu'après, de partager un petit moment sympa avec eux, c'est le but du jeu, en fait. Oui, c'est familial. C'est familial. Tout est fait pour que la famille de 0 à 99 ans se sente à l'aise. La famille, cible principale de ces parcs à thème. Go, go, go. Bon, moi, c'est calfeutrage. Comme cette famille alsacienne, 52 millions de personnes foulent les parcs d'attractions chaque année dans l'Hexagone. Pour comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de Jean Viard. Merci de prendre le temps de me recevoir. Je vous en prie. Ce sociologue, spécialisé dans les loisirs, explique le succès des parcs par l'augmentation du temps libre. C'est le temps qui est derrière. Et l'autre chose pour les parcs, si vous voulez, c'est que ce sont des espaces clos, sécurisés, familiaux, et qui, d'une part, sont des lieux de festifs, des lieux de divertissement, mais c'est aussi des lieux de transmission, parce qu'il y a de la culture dans les parcs. Alors, elle n'est pas évidente, vous prenez Euro Disney, on va dire Euro Disney. Euro Disney, c'est les grands mythes européens, des contes de Perrault, etc. Vous prenez le parc Astérix, il y a Astérix derrière. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, justement, on a plus d'activités en famille qu'avant? On est passé d'une société de 3 générations à 4 générations. Donc, il faut multiplier les propositions de relations entre ces 4 générations. On est là dans une multitude de propositions, parents, grands-enfants, arrière-petits-enfants, etc. C'est l'idée de régénérer, on dirait, ces sentiments amoureux, affectifs, le rapport qu'on a avec nos enfants dans un lieu dépaysant, amusant. Donc au fond, on construit de la mémoire, on construit un souvenir. L'année où on a fait le parc Astérix, l'année où on est allé à Poitiers, au Futuroscope, ça va devenir des marqueurs mémoriels. Et ça aussi, c'est évidemment un enjeu extrêmement important. Chaque foyer consacre en moyenne 600 € par an au parc d'attractions. Et vous allez voir que les fondateurs d'Europa Park ont bien compris ce business qui touche toutes les générations. Europa Park a vu le jour en 1975 sous la direction de Franz Mack et de son fils, Roland. L'entreprise est aujourd'hui dirigée par Michael, le petit-fils. Bonjour. Merci de recevoir. Vous avez grandi dans ce parc? Certains disent que je suis un autochtone du parc. Je ne suis pas né dans le parc, mais j'y ai passé toute ma jeunesse. J'ai été baptisé dans une petite église juste derrière, je me suis marié dans le parc. C'est comme habiter dans le décor d'un film, mais ça va, j'ai eu une enfance incroyable, je n'aurais pas pu rêver mieux. On va faire un tour de manège? Avec plaisir. Cette attraction est faite maison. Les Mack sont fabricants de manèges depuis 8 générations. Longtemps sous-traitants pour les grands parcs comme Disney World, Tivoli Gardens ou encore Legoland, ils ont décidé en 1975 d'exposer leur modèle dans un champ à ciel ouvert.
Nous avions besoin d'un terrain d'essai à côté de l'usine. C'était l'idée de base d'Europa Park. Mais après la première année, on a pris conscience que 250 000 personnes avaient le budget pour se payer un tour de manège. C'est comme ça qu'Europa Park est né. Né un peu par hasard, ce lieu a pourtant reçu la distinction de meilleur parc du monde ces 3 dernières années par le magazine américain de référence Amusement Today. Tout le monde disait « Mais pourquoi vous allez à Rust ? Il n'y a aucune grande ville à côté, les infrastructures sont mauvaises. Pourquoi vous allez dans cet endroit isolé ?» Mais aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir choisi cet endroit. On est très proche de la France, très proche de la Suisse. Chacun des pays autour a ses propres jours fériés et des vacances. C'est parfait pour un parc à thème. Et vous allez voir que pour séduire le plus grand nombre, la famille Mack n'a pas hésité à copier ses concurrents. Europa Park propose à ses visiteurs jusqu'à 23 heures de spectacle par jour, avec notamment une parade, comme à Disney, mais aussi des combats médiévaux, qui ne sont pas sans rappeler ceux du Puy du Fou. On réserve 2 places pour vous, ok? Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est fait. C'est un jour un petit peu spécial aujourd'hui? Oui, bah, c'est la première. C'est la première. En plus, j'ai des amis qui sont là. Ils vont juste regarder le spectacle et après repartir où j'habite. Enfin, j'habite au centre de la France. Donc, ils voulaient voir aussi cette première. Donc, la pression. Ludovic dirige la troupe de cascadeurs d'un tout nouveau spectacle qui se joue aujourd'hui pour la première fois. Ça fait un petit coup d'adrénaline, ça nous fait du bien, ça. On a besoin de ça. Le but du jeu, c'est que ça marche. C'est un peu moins médiéval comme on faisait avant, un gentil, un méchant. Là, on a joué un petit peu sur un autre registre. Donc, on va voir ce que les gens vont en penser. Ouais. Dans l'arène, 1700 spectateurs sont déjà là. J'espère que je ne vais pas trop faire peur. Hein. On verra. Hein. Et cela fait 1 mois qu'ils répètent. Tout semble rodé, ou presque. Pour l'instant, je ne suis pas super bien organisé, mais j'espère que ça ira mieux au long de la saison. Mais je suis sur ma petite chaise, quoi. Et je vais attendre 15 minutes, 15 voire 20 minutes. Donc on a le temps dans la tête à ressasser les trucs, on va penser au spectacle, les actions. Bon, là, ça va être à moi. Et c'est parti pour 40 minutes d'une partition millimétrée. En coulisses, la tension est palpable. Ludovic joue le rôle d'un tyran sanguinaire, un monstre détesté de tous, mais qui finit par gagner les faveurs de la princesse. Il n'y a pas eu de bobo, on va dire, dans les chutes. La voltige s'est bien passée. Pour une première, toute première, je suis quand même bien content. Je pense que la saison va bien se passer. Je ne vais pas leur dire parce que sinon ils vont se relâcher un petit peu, mais c'était une réussite. Une réussite confirmée par nos 2 habitués, Florent et Amandine, qui n'auraient raté cette première pour rien au monde. Pas mal. C'est vrai qu'il est... Comparé à l'année dernière, je préfère même celui-là de cette année. Juste, c'est vrai que l'année dernière, on avait plus de Français dans le spectacle. Là, il y en a moins cette année. Ça reste mon préféré de toute façon, la reine. Donc, Ces 2 Français sont d'immenses fans d'Europa Park. Et le couple a un manège fétiche, Arthur et les Minimoys. Cette attraction, inaugurée en 2014, s'inspire des films de Luc Besson. C'est vrai que quand on vient ici, on a l'impression de se croire dans le film. Et puis c'est vrai que tout est démesuré, les moustiques qui sont géants, alors on se prend vraiment pour Arthur. C'est captivant. Sacré en 2017 meilleur manège au monde, il a même permis à Amandine et Florian de se rencontrer ici
il y a 2 ans. Europa Park, c'est vraiment le ciment de notre couple. Et c'est vraiment les plus beaux moments qu'on a passés, c'était ici, quoi. Notre passion commune nous a vraiment rapprochés. C'est ce qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui, quoi. Berceau de leur amour, ils s'y rendent en moyenne 3 fois par mois. Et pour rentabiliser leur visite, les dirigeants du parc ont installé de nombreuses boutiques le long des allées. Je peux laquelle tu vas prendre. Pour ces 2 fans, c'est un passage obligé. T'en prends les tous? Non. On ramène au moins un petit souvenir pour compléter la collection. Donc je vous laisse calculer à 30 visites par an combien de souvenirs on ramène, quoi. Une bonne journée, on se fait vraiment plaisir, une 50aine, voire même plus, une centaine d'euros. Ouais. Si le parc ne communique aucune information sur les bénéfices de ses boutiques, son chiffre d'affaires global est estimé à 2 milliards 300 millions d'euros. Après une journée bien remplie, notre couple est donc de retour à Belfort, à 120 km de là. Bonne journée qui fait du bien. Ouais. Ça fait 2 mois maintenant. Bon, maintenant, du coup, trouve une place pour ta... Ici, Amandine a entreposé plus de 1500 objets en tout genre. Tasses, porte-clés, affiches ou encore peluches. C'est mon 2e Europa Park. Ça fait depuis ma naissance que je vais au parc. D'ailleurs, là, il y a la photo de ma toute première visite au parc, qui date de 1993. Et c'est vrai que pour moi, c'est mon univers, c'est ma passion, voilà. C'est vraiment une passion dévorante, quoi. C'est vrai qu'on est vraiment à fond dedans. Et si ces 2 Français vouent une telle adoration au parc allemand, c'est qu'ils y voient un refuge. C'est vrai que quand j'arrive au parc, moi, mes soucis ils restent dehors, ils rentrent pas avec. Par contre, à la sortie, on les récupère, mais c'est vrai qu'une fois là-bas, on oublie tout, quoi. On est totalement ailleurs. Alors, ces parcs de loisirs seraient-ils pour les Français un exutoire pour fuir leurs problèmes quotidiens? Est-ce que justement ces parcs sont un petit peu un endroit où on fuit le quotidien? C'est un espèce de monde idéal. Il y a un côté un peu utopique dans un parc, quoi. C'est un espace total, il est clos, on y mange, on y dort, on y joue. Et on n'y travaille pas. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent font tout pour que ça ne se voit pas. Est-ce que justement les parcs à thème touchent plus une classe sociale qu'une autre? Il y a à peu près le tiers des Français qui ne partent pas. Donc eux, souvent, s'ils peuvent aller faire 2 jours dans un parc, ça sera l'événement de la vie. Les parcs d'attractions sont donc devenus aujourd'hui de véritables destinations touristiques. Alors, afin d'accueillir cette nouvelle population, vous allez voir qu'Europa Park a investi massivement dans des infrastructures hôtelières, mais aussi des offres gastronomiques surprenantes. C'est l'heure de passer à table pour cette famille alsacienne. Mais avec 58 restaurants différents dans le parc, les avis divergent. Bon, alors la jeunesse, après toutes ces émotions, vous voulez manger où? Ouais, je sais pas. Faut de l'eau tout de suite, cache. Non, c'est pas ici. Tu as réussi à chaque fois pour savoir où vous allez manger? Oui. C'est un peu la bagarre. Il y a trop de choix. C'est un petit peu la bagarre. Entre monsieur qui aime épicé et moi qui préfère les choses classiques et monsieur Burger, c'est un peu complexe, mais on y arrive. On négocie. C'est une bataille. Le parc est divisé en 15 univers différents, représentant chacun un pays européen et sa gastronomie. Et le point de départ de toutes ces destinations culinaires se trouve à l'arrière du parc, dans un centre logistique flambant neuf, inauguré fin 2016. Everything okay? Chaque matin, une vingtaine de camions livrent les denrées. Wow. Très bien. Pour nous, c'est très important parce que pour avoir la meilleure nourriture, nous avons besoin des meilleures matières premières, et ce, tous les jours. C'est bon ça. Ici, une grande partie de la restauration est faite maison. Et c'est dans cet immense bâtiment de 8000 m² que tout se passe.
Il y a beaucoup de monde, 25 000 personnes aujourd'hui dans le parc, donc c'est un peu stressant de tout préparer. Pour quantifier les repas, le parc se base essentiellement sur le nombre de visites de l'année précédente. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons poussé les portes de la cuisine centrale. Bonjour. Ici, 400 wraps, 280 litres de pâte à crêpes ou encore 200 kilos de spaghettis sont préparés quotidiennement. Le travail est titanesque et le moindre grain de sable peut enrayer la machine. Le problème pour nous, c'est l'immense quantité de nourriture nécessaire. Nous devons apporter toute cette nourriture dans le parc avant 10 h, parce qu'à 11 h, les restaurants ouvrent et tout doit être en place. Les difficultés pourraient être que le nombre de visiteurs dans le parc dépasse nos prévisions, ou alors un manque de personnel en cuisine. Et c'est déjà arrivé? Ce n'est jamais arrivé, et ça ne doit jamais arriver. Pourquoi vous avez décidé d'avoir une cuisine centrale? Est-ce que du coup c'est plus rentable, c'est plus pratique? Oui, c'est plus rentable en effet. On achète beaucoup de choses en très grande quantité, donc c'est moins cher de produire maison dans notre propre cuisine centrale. Les plats préparés sont ensuite refroidis et envoyés dans les différents restaurants du parc, comme le Food Loop. Heidi, la responsable, réceptionne la livraison de la cuisine centrale. Je vous ramène le gâteau, il y a le gâteau qui vient d'arriver. C'est une course contre la montre, j'imagine, quand c'est plein? Un peu, oui. Jusqu'à 1h, 2h de l'après-midi, le temps que les principaux repas sont passés, oui, c'est un peu... ça bouge. 2000 plats sont servis quotidiennement dans ce restaurant. Et pas de serveur pour amener les commandes, mais un rail. Ici, les salades et les hamburgers s'offrent un tour de manège avant d'arriver aux clients. Regarde, alors, numéro 3. Excellent. Voir de la nourriture arriver par des rails, c'est bizarre, mais c'est rigolo. C'est comme une attraction. Mais... Je t'aide. Il a faim. Un restaurant à looping, le concept est unique au monde. Ce que j'ai le plus aimé, c'est quand comment dire, la nourriture va aller dans les loopings. Quand ton plat est arrivé dans les loopings? Mais ce que t'as mangé, t'as aimé? Oui, sinon ça serait bête. Oui. Rassasiés, les deux frères sont prêts à affronter l'un des grands 8 les plus impressionnants du parc, le Blue Fire. Waouh, ah ben voilà. Le seul que Gaëtan, 8 ans, n'a jamais osé faire. Oh la vache. T'as vu, les gens ils décollent pas du siège. Hein. Au début, j'étais pas trop confiant, mais là, il me donne envie de le faire. On va le faire? Tu vas le faire? T'es prêt? On y va. Check. Check. Hop là. Ah, là-bas. Un peu stressé. Trop bien. À la fin du looping, j'étais comme ça. Mais c'est vrai que la dernière vraie, c'est impressionnant parce que Jonathan est fier de son petit frère, qui à 8 ans a su surmonter sa peur. Ouais, franchement, je suis super content parce que j'en ai carrément les larmes aux yeux. Parce que voilà, je voulais qu'il le fasse. C'est vraiment un moyen de nous rapprocher, lui et moi, et voilà. C'est quelque chose de... C'est nickel. On le voit, les parcs d'attractions rivalisent d'imagination pour continuer à faire rêver les visiteurs. La famille Mac
a déjà annoncé l'ouverture d'un nouveau parc d'aventure aquatique de 46 hectares, qui permettra à Europa Park de devenir l'un des plus grands parcs de loisirs du monde. Après 35 ans d'absence, la caravane Bouglione reprend du service pour une tournée dans toute la France. Avec son tout nouveau chapiteau conçu pour accueillir 1800 spectateurs, vous allez voir qu'en coulisses, la logistique doit être ultra rodée. Alors comment ce cirque se renouvelle-t-il depuis plus d'un siècle? Quelles sont les recettes de la nouvelle génération Bouglione pour renouer avec le succès? Dans les secrets du cirque, c'est une enquête signée Alissa Macni. Ce matin, la ville du Havre s'apprête à recevoir un convoi exceptionnel. 40 caravanes, 28 semi-remorques, voici le cirque Bouglione. Lui, c'est Thierry Bouglione, le responsable technique. C'est téléphone radio circus. Il est l'un des 5 héritiers de la dynastie Bouglione. Champion, il n'y a pas les traces à 5, hein. Si. Un rôle qui n'est pas de tout repos. Bonjour. Oui, toi. On a engagé des chefs monteurs, mais vu la tâche, ils ont capitulé. On en a pris un deuxième, il a capitulé aussi. Alors du coup, je m'y suis mis moi. C'est un des plus gros rôles. Celui où il y a tous les emmerdements. Et ce matin, les problèmes ne manquent pas. Putain, ils arrivent vachement tard. Je voudrais bien que ça arrive parce que là, on prend du retard. Tu peux la mettre de ce côté-là, là. Allez, faut faire gaffe, il y a les toilettes qu'on va mettre là aussi. Après avoir installé tout le monde, Thierry doit maintenant s'atteler au montage du chapiteau. Vous savez, un chapiteau, un cirque, c'est ni plus ni moins qu'un grand pulse. Et si on se trompe dans les mesures, et ben après, rien s'emboîte et du coup, il faut tout recommencer. Entouré de 42 techniciens, il trace les marques au sol et enfonce les 220 pieux qui vont soutenir le chapiteau. Ça va monter! Le chapiteau est monté en à peine 20 minutes. Il ne nous reste plus qu'à faire le spectacle, et alors place au spectacle. Chaque année, le cirque attire près de 14 millions de spectateurs. C'est le monde de l'émerveillement. C'est l'imaginaire, c'est l'évasion, l'enfance. C'est un moment très agréable, que ce soit pour les adultes et également pour les enfants. Pinder, Grus, Bouglione, il y en aurait plus de 550 en France. Pourtant, depuis quelques années, la polémique sur la maltraitance des animaux met en danger ces cirques itinérants. Et pour vous dire la vérité, je pense qu'aujourd'hui les éléphants n'ont pas un seul endroit dans le monde où ils ne sont pas en danger. Même dans la nature, ils peuvent mourir. Face à ces polémiques, certains jettent l'éponge. En 2017, le plus vieux cirque du monde, l'américain Barnum & Bailey, a fermé ses portes. Je pense que le regard du spectateur aujourd'hui n'est plus le même que le regard du spectateur d'il y a 10 ans. Il regarde la télé, il regarde Internet, vous tournez un bouton et que le monde entre dans le salon et que ça change tout. Alors, comment font les cirques pour rester dans la course? Les tournées attirent-elles encore du monde? Les cirques sont-ils encore rentables? Messieurs les enfants, soyez bienvenus sous le chapiteau du cirque d'hiver Bouglione. Pour le savoir, nous avons passé plusieurs jours dans les coulisses de la tournée du cirque Bouglione. Bonjour. Comment ça va? Une famille qui a fait un pari fou il y a 2 ans, celui de repartir sur les routes après 35 ans d'arrêt. Le meilleur souvenir d'enfance, c'était pendant les tournées. Quand vous êtes enfant, c'est incroyable. Vous avez les éléphants, les fauves, vous êtes dans un grand parc du matin au soir. Depuis, il parcourt la France avec un chapiteau capable d'accueillir
1800 personnes par représentation. On aura fait une belle journée à partir d'une moitié de chapiteau, donc 900. De la voltige aérienne au numéro de dressage, pour ce spectacle, les Bouglione ont investi 13 millions d'euros. Après un démarrage timide l'année dernière, la famille espère augmenter le nombre d'entrées. Entre magie du spectacle et stratégie commerciale, enquête dans les secrets du cirque Bouglione. Nous sommes de retour au Havre. Dans le chapiteau fraîchement monté, une artiste entame les premières répétitions. À 22 ans, Victoria n'est autre que la fille de Thierry Bouglione, le directeur technique de la tournée. La répétition, c'est fait pour ça. On n'est pas avec un talent pour le cirque parce que c'est dur. C'est une vie dure, le cirque. Donc faire un numéro de qualité, il faut beaucoup de répétitions et d'acharnement. Victoria a mis 5 ans pour mettre son numéro au point avant de pouvoir le présenter à sa famille. Des juges plus qu'exigeants. Essaye de décaler celle qui est dans la main gauche. Allez, là, c'est bon. C'est un avantage et c'est à la fois un poids en même temps. Parce qu'on ne peut pas se permettre de montrer n'importe quoi. Quelqu'un qui débute dans le métier peut commencer par un numéro qui n'est pas tout à fait fini et qui est encore en cours de réalisation. Que quand on s'appelle Bouglione, il faut que quand vous rentrez dans la piste, du début à la fin, ça ne soit pas pratiquement parfait. Mais la pression, il s'appelait Bouglione, mais après, moi je suis fière de porter le nom Bouglione. Bouglione, un nom qui résonne dans le milieu du cirque depuis plus d'un siècle. À l'origine de cette saga familiale, Rosa, 107 ans aujourd'hui, et Joseph. Il a été l'instigateur de la première tournée mondiale des Bouglione. C'était en 1931. Décédé en 1987, il laisse le cirque entre les mains de ses 2 fils, Émilien et Sampion, mais aussi ses 5 petits-fils. Nicolas Bouglione, le responsable des achats. Joseph, le directeur artistique. Louis Sampion, le responsable de la communication. Francesco, le directeur administratif. Et enfin, Thierry, le directeur technique et toute sa famille. Tous n'ont pas hésité à tout plaquer, il y a 2 ans, pour mener une vie d'itinérance. Il est 16h30. Comme tous les après-midi, Natalia Bouglione et les autres parents du cirque vont chercher leurs enfants à l'école. C'était bien. Ça, c'est les petits dessins qu'il a fait. Ça, c'est le cirque. Maman, papa. Ça, c'est Sampion. Qu'est-ce que vous êtes mangé à l'école aujourd'hui? Ce petit garçon ne restera en fait dans sa classe qu'une semaine avant de repartir vers une nouvelle destination. On va le prendre le goûter. Il y a papa qui t'attend en Éthiopie. C'est son quotidien depuis 2 ans, le même qu'a connu son père ou encore son grand-père. T'as été à l'école? Qu'est-ce que t'as dessiné? Un cirque. Un cirque. Ça change. Comment elle s'appelle ta maîtresse? Je sais pas. Faut dire aussi qu'il change de maîtresse une fois par semaine. Alors, des fois c'est un peu compliqué à retenir les noms. Comme on fait 32 villes par saison, il a 32 maîtresses différentes. Oui, si on demande comment ça s'appelle sa maîtresse, c'est maîtresse. Voilà. Pour vivre pleinement leur vie d'itinérant, Natalia et Sampion Bouglione ont définitivement troqué leur appartement parisien contre une caravane. Et sans regret. Moi, je préfère vivre en caravane. C'est... on se sent plus... Quand vous êtes en caravane, quand vous achetez une caravane, c'est vraiment chez vous. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas de voisin qui viendra toquer à votre porte.
Cette maison mobile, de 13 mètres de long, leur a coûté 200 000 €. Et à ce prix, on est loin des roulottes d'antan. Pour gagner de l'espace, tout est prévu. Jouer dans les tiroirs et lits superposés. Et même 2 salles de bain. C'est notre salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut ici dans cette caravane. Il y a une frigo qui est très grande. Il y a congélateur, il y a chauffage centralisé, il y a une climatisation. Donc ici, vraiment, il y a tout. Même des fois, dans un appartement, on n'a pas tout ça. Et des caravanes comme celle-ci, il y en a 40 sur place. Les Bouglione ont investi 3 millions d'euros rien que dans le matériel routier. Et pour en savoir plus sur le budget d'une telle tournée, nous sommes allés à la rencontre de Francesco, le directeur financier. Bonjour Francesco, merci de me recevoir. Pourquoi avoir mis un tel investissement dans cette tournée? Dans l'histoire du cirque, c'est jamais arrivé qu'après 35 ans d'arrêt, un cirque reparte. C'est vrai que ces 13 millions d'euros, c'est un investissement colossal qui a été totalement financé par la famille. On n'a pas fait d'appel aux banques parce qu'on a une tradition, une habitude. On fait avec ce qu'on a. Et nous, notre plus gros pari, notre plus grosse réussite, ça a été de vouloir emmener partout en France le confort et la qualité du spectacle du cirque d'hiver. Situé en plein cœur de Paris, le cirque d'hiver est le joyau de la dynastie Bouglione, depuis déjà 8 décennies. Ouvert au public 6 mois dans l'année, ce cirque fixe, toujours en activité, est vite devenu une affaire lucrative. Son chiffre d'affaires est estimé aujourd'hui à 16 millions d'euros annuels. C'est entre autres ce confort financier qui permet à Francesco Bouglione et ses cousins de repartir en tournée et amener avec eux des artistes de renommée mondiale. C'est vrai qu'on a souvent l'impression, on se dit « Oh, les artistes, c'est pas la vie facile dans les cirques ». Non, les artistes dans les cirques ont une très belle vie. Comment rémunérez-vous les artistes? La moyenne, ça va de 300 à 400 € par jour de travail. Ça peut monter à 1500, 2000 € par jour, net de taxes, net de charges, net d'impôts. Clowns, dresseurs de fauves, acrobates, des artistes triés sur le volet et rémunérés au prix fort. Mais est-ce le gage d'un show réussi ? Le spectacle va débuter dans à peine 1 heure. Cet homme, c'est Joseph Bouglione, le directeur artistique du cirque. Ici, il veille à tous les détails. Il a même tenu à avoir un vrai orchestre de musiciens, comme à l'époque de ses grands-parents. Donc Patrick, pour ce soir, j'ai dit à Stéphane qu'il fallait qu'il réduise un petit peu le temps quand il donne les sangles. C'est lorsque Sampion est au piano. C'est lui qui a choisi chaque numéro. C'est donc sur ses épaules que repose la réussite du spectacle. Spectacle réussi, il faut un spectacle court, rythmé, dynamique, avec de jeunes personnes, avec un orchestre, de la lumière, et faire un spectacle traditionnel de cirque. Et si Joseph est si exigeant, c'est parce qu'il sait que les cirques itinérants connaissent depuis quelques années une véritable chute de fréquentation. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de Pascal Jacob. Il est historien du cirque. C'est vrai qu'on assiste depuis quelques années maintenant à des fermetures. Je pense au Big Apple Circus, par exemple, le plus grand cirque du monde, Ringling Bros Barnum and Bailey, a fermé sa première unité le 5 mai. Au Danemark, une compagnie emblématique, le cirque Benneweis, s'est arrêté aussi.
Et on voit bien que la situation est de plus en plus difficile pour de nombreuses entreprises qui ont de plus en plus de mal à trouver un public. Il y a une problématique économique, c'est sûr. Comment expliquer que le regard du public ait changé aujourd'hui? Le public, il regarde la télé, il regarde Internet. Son regard change, son regard évolue. Parce que vous tournez un bouton et que le monde entre dans le salon et que ça change tout. Je pense que le regard du spectateur aujourd'hui n'est plus le même que le regard du spectateur d'il y a, on aurait envie de dire, 10 ans. En France, en moyenne, 14 millions de visiteurs se déplacent chaque année dans les cirques. Et si le chiffre d'affaires reste stable depuis quelques années, vous allez voir que le public, lui, est de plus en plus exigeant. Ce vendredi, à lundi inclus, venez y applaudir toutes les étoiles de la piste. Trapézistes volants, éléphants, clowns, chats. Le cirque d'hiver Bouglione, les rois du cirque au Havre, sur le champ de foire, de vendredi à lundi inclus. Au Havre, pendant que les artistes se préparent, Flavien, 32 ans, est chargé de promouvoir le spectacle auprès des habitants de la ville. Et là, on va aller flyer pour récupérer plein de spectateurs dans le chapiteau. Et malgré son handicap, Flavien ne recule devant rien. La stratégie, c'est de poser un tract d'une façon simple sur le pare-brise côté conducteur, de façon à ce que dès la montée en voiture, le spectateur ait l'œil collé sur la publicité dans le véhicule et puisse venir nous voir dans la foule. Avec ce tract, le spectateur a droit à 20% de réduction sur toutes les catégories de places de spectacle. L'enjeu, il est simple, c'est de remplir les 1800 places du chapiteau. C'est actuellement le plus gros chapiteau sur les routes de France. Et donc, on aura fait une belle journée à partir d'une moitié de chapiteau, donc 900. Et après, plus il y en aura, et meilleur ce sera. Et pour savoir si cette stratégie est payante, direction les caisses du cirque Bouglione. Bonjour, je viens récupérer des places. Merci. Bonne fin de journée. Les cartes bleues et les billets de banque défilent sans interruption. L'objectif de 900 places est vite atteint et même largement dépassé. Une aubaine pour le cirque, mais aussi pour la ville du Havre. Quelles sont les retombées pour la ville du Havre avec la venue du cirque? Le cirque occasionne des retombées par la population qu'il va drainer à l'extérieur de la ville. Donc ces gens-là qui viennent au Havre, bon, ils vont venir au cirque, ils vont venir pas forcément juste pour la représentation, ils vont venir peut-être avant, ils vont peut-être se promener, faire des courses, peut-être aller au restaurant. Donc là, on peut envisager réellement des retombées. L'Office de tourisme du Havre a refusé de nous communiquer ces chiffres. Mais en moyenne, la présence d'un cirque dans une ville de province permet aux commerces et restaurants d'enregistrer une hausse de 10%. Nous sommes à quelques minutes du spectacle. Le chapiteau est plein à craquer. Alors ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire quand les garçons de piste emmènent des chaises, ça veut dire qu'il n'y a plus de place, donc il faut rajouter des chaises. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent encore des places. Messieurs les enfants, soyez les bienvenus sous le chapiteau du cirque d'hiver Bouglione. Et celle qui ouvre le bal, c'est Victoria. Pas de stress avant de travailler. C'est ce que j'ai à faire et après comme la salle est pleine, tout ça motive. Victoria Bouglione. Ce soir, avec ses 50 cerceaux autour de la taille, c'est un sans faute et un triomphe pour la plus jeune des artistes Bouglione. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de son frère, Sampion, de rentrer sur la piste avec son épouse, Natalia.
Maintenant, 20 minutes d'entracte. Et pendant l'entracte, chez les Bouglione, on ne chôme pas. Certains artistes deviennent vendeurs de pop-corn ou même maquilleurs. Ferme les yeux. On est à l'accueil, après je fais mon numéro, à l'entracte je fais les maquillages pour les enfants, et après il y a le final. Et quand il y a un deuxième spectacle, on recommence tout depuis le début. Baguettes lumineuses, programme, barbe à papa, hot dog, accessoires griffés Bouglione, tout est mis en place pour séduire le public. Les produits dérivés, on a le billet de 20, il est parti. On a pris le maquillage à 2 €. Ça fait, mal au portefeuille. Clairement, si vous payez 50 €, je pense que ça paraît compliqué de repayer pour tout un tas de choses à côté, des accessoires, etc. En une journée, les Bouglione peuvent récolter près de 1 000 €, uniquement avec les ventes effectuées pendant l'entracte. Et 30 minutes plus tard, c'est la reprise. Les éléphants. En 2h30 de show, pas moins de 17 numéros s'enchaînent sur la piste. En sortant, le public semble conquis. Surtout les enfants, fans inconditionnels des animaux. Les chats et les éléphants. Les chevals, c'était spectaculaire. Les éléphants, ils étaient comme ça. La France est l'un des seuls pays en Europe à autoriser l'exploitation des animaux sauvages et domestiques dans l'industrie du cirque. De l'Allemagne à la Belgique, tous y ont mis un terme, évoquant entre autres les difficiles conditions de vie de ces animaux. Alors, pourquoi les Bouglione continuent-ils à en faire l'atout phare de leur spectacle? Et quelle est vraiment la vie de ces animaux? Baby down. Allez Joe baby. Baby down. Pour répondre à nos questions, Elvis Serrani, le dresseur italien, nous a conviés le lendemain matin à 9 h pour assister à la séance de douche de ces 3 éléphants. L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les éléphants. Le dompteur réfute toute suspicion de maltraitance sur ces éléphants. Bien au contraire. Est-ce que vous comprenez les plaintes à propos du mauvais traitement des animaux dans les cirques? Ces personnes n'ont jamais vécu avec des animaux comme moi je le fais. Je trouve ça assez déplacé qu'on puisse dire que mes animaux ne sont pas heureux dans le cirque. Je vis avec depuis 27 ans. Je connais leur caractère, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, je connais tout. Et pour vous dire la vérité, je pense qu'aujourd'hui les éléphants n'ont pas un seul endroit dans le monde où ils ne sont pas en danger. Même dans la nature, ils peuvent mourir. Par exemple, en Afrique, avec les braconniers qui leur volent leur défense pour l'ivoire. En France, les lois encadrent la vie des animaux en captivité. Les éléphants, par exemple, doivent avoir accès au moins 2 heures par jour à un enclos extérieur d'un minimum de 250 mètres carrés. Ici, tout semble être respecté, même si la clôture nous intrigue. Est-ce que c'est une barrière électrifiée? Oui, c'est une barrière électrique. C'est la même que l'on utilise pour les vaches ou les chevaux. Vous pouvez la trouver dans des boutiques spécialisées. Ce n'est pas fort du tout. Regardez, là je touche, il ne se passe rien. Et là c'est pareil. Et les éléphants restent là parce qu'ils aiment bien. Ils ne sont pas forcés. Pour Elvis, cette clôture électrifiée est avant tout une mesure de sécurité pour éviter tout risque d'accident. En effet, depuis quelques années, il n'est pas rare que les cirques fassent la une des pages des faits divers. En 2013, un éléphant s'échappant de son enclos a tué un octogénaire d'un coup de trompe.
En 2012, un enfant est mordu par un tigre. Et plus récemment, en 2017, un lion s'est attaqué à son dompteur en plein milieu du spectacle. Alors, nous nous sommes demandé si la captivité rendait ces animaux agressifs. Au cirque Bouglione, nous retrouvons Tom Dieck, le dompteur de fauves. Le 9 décembre 2015, il a connu une véritable frayeur lors de l'une de ses représentations. Voici les images amateurs de cet accident. Un de ces lions s'est jeté sur lui en pleine représentation pour l'attaquer. Tom s'en est tiré avec 8 points de suture. Un animal vraiment de soi-même attaque le dompteur, ça, cette situation-là, c'est vraiment pratiquement que avec des lions mâles quand ils sont en chaleur. C'est mon collègue Pacha, là-bas, qui était en pleine chaleur. Et ça a explosé en piste, et puis voilà. Même lui, il ne sait pas ce qui lui arrive. Les hormones, ils sont complètement à l'envers, et malheureusement, ils sont castrés maintenant, donc voilà quoi. Ça, c'est la solution. C'est la seule solution, oui, parce que une fois qu'ils ont passé cette étape, ils sont adultes. Il y a des lions qui tombent jamais en chaleur, ça arrive jamais. J'ai jamais passé une nuit à l'hôpital, donc ça va. Jusqu'à maintenant, touche du bois. Sous la pression des associations de défense de la cause animale, 42 villes en France refusent aujourd'hui d'accueillir les cirques faisant l'exploitation des animaux sauvages. Si certains les ont purement et simplement supprimés de leur programme, d'autres, comme le Cirque du Soleil ou le Cirque Phoenix, ont su se réinventer en proposant des numéros avec des animaux mécaniques. Ils tentent l'expérience depuis quelques années et attirent plus d'1 million de spectateurs par an. Et si l'avenir du cirque, c'était ça? Hey, tire! Tire! En attendant, les Bouglione, eux, continuent de sillonner la France avec leurs animaux. Cette deuxième tournée a été un véritable succès. Les spectateurs sont venus plus nombreux que l'année précédente. Alors pour eux, pas question de rompre la tradition.